Bonsoir à tous et bienvenue dans Destin de Femme. Ce soir, nous allons voyager. Voyager dans les couleurs, dans les sensations, dans les silences, dans les parfums du monde, mais surtout dans le regard d'une femme qui a fait de l'émotion une œuvre d'art. Mon invitée est artiste, photographe, plasticienne, écrivaine, dessinatrice, voyageuse du monde et de l'âme. Depuis plus de 30 ans, elle construit une œuvre profondément sensorielle, où les images dialoguent avec les mots, les sons, les parfums et parfois même l'invisible. Elle a publié plus de 40 ouvrages, exposés dans le monde entier, de Paris à Tokyo, de New York à Abu Dhabi, et son travail interroge sans cesse la beauté, le mystère, la mémoire et la place des femmes. Dans ses livres comme Woman's Book, Monde indien ou Il, elle raconte le monde avec une immense sensibilité, presque comme un poète de l'image. Bonsoir Véronique Duretti, merci à vous d'avoir accepté notre invitation dans Destin de Femme. Alors, lorsque vous regardez votre parcours aujourd'hui, quel mot définit votre vie? Un seul mot, c'est difficile. Il pourrait y avoir découverte, il pourrait y avoir rencontre, il pourrait y avoir passion. J'ai une vie tellement riche. Mais c'est ça le mot en fait, c'est richesse. Richesse. Vous avez grandi entre plusieurs pays. Est-ce que finalement ça a construit un regard différent sur le monde? Assurément. J'ai toujours eu conscience de façon pas très précise quand j'étais petite, mais je sentais que avoir la chance de pouvoir être ailleurs m'ouvrait à d'autres, vraiment des univers différents. Votre enfance était en Belgique, en Tunisie, au Maroc. Est-ce que ça vous a donné très tôt le goût du voyage? Oui, oui, pour les mêmes raisons. Quand je rentrais en France en été, pendant les vacances scolaires, je me, je me rendais compte que j'avais la chance de vivre des choses que les petits-enfants que je rencontrais en France ne vivaient pas, et ça m'a donné envie d'aller plus loin et de continuer à découvrir d'autres cultures. Est-ce que vous étiez une enfant rêveuse? Définitivement, oui. Je Oui. lisais beaucoup et les Oui. livres m'aidaient à m'emmener dans d'autres univers, et puis dans ma tête, tout simplement, je me créais mes mondes. Et à quel moment vous vous êtes rendu compte que ce monde, vous le regardiez autrement? Mais très tardivement, parce que je ne me rendais pas compte. Et finalement, c'est le regard des gens sur mes œuvres, c'est ce que me disaient les gens sur mes œuvres qui m'a fait réaliser qu'effectivement, j'avais un regard différent. Oui. Euh, Qu'est-ce qui vous bouleverse aujourd'hui dans un paysage ou bien un visage? Ce qui m'a toujours bouleversée, c'est la lumière, des vibrations, ce sont des ondes, une façon d'être au monde, une façon d'exister. Et pourquoi vous êtes toujours attiré par l'imaginaire, l'invisible? Parce que je crois que ça aide à mieux supporter le monde tel qu'il est. Aujourd'hui, on est dans une réalité qui est quand même souvent difficile. Et l'imaginaire, l'invisible, ça nous aide à faire un pas de côté par rapport à cette réalité et du coup à rendre le monde plus beau. Oui. Vous avez toujours besoin de créer, de rêver? Toujours. Toujours, Toujours. même maintenant? Ah, même maintenant, encore plus maintenant. Et pour vous, un voyage, c'est une fuite ou bien c'est une renaissance? Les deux, je dirais que c'est pas beaucoup. C'est surtout une renaissance, mais bien sûr, je laisse mes problèmes à Paris quand je m'en vais. Oui. Mais quand je pars pour chercher des choses, euh, chercher des rencontres, des univers, des cultures. Et puis finalement, ça aboutit à une renaissance. Oui, et vous cherchez quoi à travers vos images? Je cherche à révéler quelque chose qu'on ne voit pas. Mhm. Moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de vos voyages, que vous nous racontiez un voyage qui a été particulièrement important, fondateur, qui vous a laissé des traces particulières. Beaucoup de voyages qui m'ont laissé des traces. J'ai fait un très long voyage en Inde à la fin des années 90, donc vraiment en prenant mon temps puisque je suis partie plus d'1 an. Et là, ouais, je crois que j'ai vraiment découvert à ce voyage-là ce que c'était que la lenteur, ce que c'était que de ne pas avoir de, de repères, ne pas avoir de date limite pour repartir.
et de pouvoir se laisser imprégner par les choses et par les gens. Oui, j'aimerais aussi que vous me parliez de votre voyage au Bangladesh. Oui, alors c'est un voyage plus récent où c'est effectivement un des voyages très marquants que j'ai vu dans ma vie, puisque j'ai vécu avec les prostituées du plus grand bordel du Bangladesh, qui est probablement peut-être aussi le plus grand bordel du monde. C'est tout un village, il y a plus de 1000 prostituées qui vivent là-dedans. Et voilà, et j'ai partagé leur vie, partagé la vie de ces femmes qui, si elles étaient nées à un autre moment, à un autre endroit, auraient pu avoir des vies formidables. Et elles sont prostituées de mère en fille. Elles sont prostituées de mère en fille parce que finalement, les mères n'ont pas le choix en fait. Elles sont abîmées très vite par la vie. Et pour pouvoir continuer à manger, et bien voilà, petit à petit, toutes les petites filles qui ont grandi dans le bordel de toute façon et qui sont rejetées par le reste de la société, petit à petit, elles deviennent, elles aussi, elles se prostituent pour se nourrir et pour nourrir leur maman. Et ces femmes-là, malgré cette vie difficile, elles y croyaient encore en l'amour? Oui, mais elles y croyaient, mais ça n'arrivait pas. Mais oui, elles y croyaient. Une des sœurs de la famille dont j'étais la plus proche, elle était enceinte quand j'y étais. Mais au moment où elle est tombée enceinte, elle pensait qu'elle pourrait se marier avec l'homme qui l'avait mise enceinte, qui évidemment N'est ne se jamais marie pas revenu. avec une pute. Ouais. Et la troisième, donc, qui était la plus jeune de celles qui se prostituaient au moment où j'y étais, elle n'a pas supporté, oui, elle a mis fin à ses jours quelques années après, et je pense que c'est pour ça. Oui. Vous qui avez voyagé à travers le monde et qui avez vu la place des femmes à travers le monde, qu'est-ce que vous pouvez en tirer comme conclusion aujourd'hui? Qu'il y a du boulot. Globalement, la condition, on sait, mais la condition des femmes est quand même dure. On est la mauvaise moitié de l'humanité en termes de conditions, et qu'il faut se battre parce que, en vrai, ce sont elles, les déesses, ce sont elles qui ont la force. Alors elles sont aussi fragiles, mais elles sont aussi fortes. Et je crois qu'il faut qu'on se batte pour nous. La beauté, mais la beauté féminine, vous l'avez vue partout. Bien sûr, et la grâce féminine et la capacité au bonheur, y compris dans le bordel. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus marqué dans le bordel. C'est une grande leçon de vie, c'est que ces femmes, si elles ont une seconde de latence, elles arrivent à le transformer en seconde de sourire. Oui. Alors, vous avez aussi travaillé énormément sur les violences faites aux femmes. Pourquoi ça vous a intéressé? Mais j'ai été touchée, mais je pense comme nous toutes, j'ai été touchée par la violence. Mes proches, des gens très proches, ont été touchés par des violences extrêmes. Et moi, j'ai été touchée par la violence ordinaire. Et voilà, et je me dis que si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice avec ma façon de travailler, si je peux aider des hommes à prendre conscience de ce qui se passe, si je peux aider des femmes à se sentir mieux avec ce qu'on subit, il faut que je le fasse, et donc je l'ai fait. Actuellement, on parle beaucoup dans l'actualité de cette petite Liana, où vous avez été très marquée par cette affaire. Pourquoi? J'ai été très marquée par cette affaire. D'abord, je pense que tout le monde a été très marqué par cette affaire. Et personnellement, il se trouve que j'ai des gens très proches, mineurs, ont été violés. Et donc évidemment, il y a eu des plaintes, plusieurs plaintes. Il y a eu enquête. Et finalement, le violeur avait violé plusieurs petites filles, avec le même mode opératoire, de façon répétée. Les psychiatres ont confirmé que les petites filles n'affabulaient pas. Et l'affaire, après des années et des années, a été classée sans suite. Vous avez été déçue de la justice? Mais bien sûr, parce que c'est difficile de porter plainte, c'est difficile de défendre son dossier. Et puis voilà, et puis c'est tellement évident que c'est un
c'est pas du mensonge, qu'on a l'impression d'être refusé, d'être victime 2 fois. C'est un peu la double peine. Double peine. Pour les enfants qui ont été Pour maltraités les enfants qui ont été maltraités. et aussi pour les parents. Oui, Parce que ça détruit des familles. bien sûr. Ouais. Et c'est sûr, mais c'est pour les victimes le pire, et c'est pour les victimes qu'il faut se battre. Oui, mais puis pour tout le monde. Alors, ces photographies de femmes face à la violence, vous avez décidé de les faire nues. Comment ça s'est passé? Vous avez fait un casting pour trouver les femmes? Alors, c'est du bouche à oreille. C'est du bouche à oreille. Et donc, évidemment, ces femmes savaient que j'allais leur demander de poser nu. Je les avais prévenues. Parce que voilà, c'est des mises à nu physiques, psychologiques. Et je leur demandais de travailler sur un certain nombre de lettres qui commencent par la lettre V, soit des lettres liées à la féminité, comme vulve, vagin, ventre, soit des lettres liées aux violences, viol, victime, soit des lettres liées à la reconstruction, parce que je tenais à ce que cette série serve aussi soit aussi une série qui permette d'être résilient. Et donc c'est pour ça que j'ai reprisé ces photos. Je tiens à dire que je les ai reprisées et pas brodées. Reprisées, d'abord c'est un travail de femme, de petites mains, un travail invisible. Et puis c'est un travail qui rend plus fort. Une cicatrice à l'endroit où elle a été reprisée, ça ne reclaque jamais à cet endroit-là. Et ma série se termine par le V de victoire. Et j'ai demandé à ces femmes donc de travailler sur ces lettres-là, et ça, je leur demandais spontanément. Elles n'avaient pas pu travailler avant sur ces mots. Voilà. Oui. Alors vous aimez beaucoup mélanger la photographie, l'écriture, le dessin, le parfum, la musique. Vous abolissez complètement les frontières artistiques. Vous êtes profondément libre. Oui, mais en fait, déjà, ces frontières, je ne les ressens pas. Donc j'essaie de faire les choses telles que je les ressens, et j'ai toujours été gênée par les cases. Et même tout simplement, quand on remplit un questionnaire, il faut qu'on soit homme ou femme, il faut qu'on soit ouvrier ou profession intermédiaire ou cadre. Et pourquoi dans l'art on devrait être ou photographe ou peintre ou écrivain ou musicien? Voilà, j'essaie de créer des bouts de choses poétiques, et puis ensuite, comment je l'ai fait, j'ai pas envie de rentrer dans ces cases-là. Ouais. Woman's Book ressemble presque à un hommage universel aux femmes du monde entier. Pourquoi ce livre-là est important pour vous? Les autres aussi, mais celui-ci particulièrement. Déjà parce que la cause des femmes me parle, et puis parce que j'avais envie de rendre hommage à ces femmes anonymes. Bien sûr, il y a plein de femmes qui ne sont pas anonymes et qui sont géniales, mais il y a toutes ces femmes anonymes qui ont des vies incroyables, exceptionnelles du quotidien. C'est des déesses pour moi, et j'avais envie de rendre hommage à toutes ces femmes. Oui. Alors vous nous avez parlé de l'Inde et de ce grand voyage d'1 an que vous avez fait. Est-ce que là-bas en Inde, vous trouvez des choses qu'on trouve nulle part ailleurs? Oui, mais justement pour moi, on en parlait à l'instant, on disait que j'ai du mal avec les frontières et avec les cases, et en Inde tout s'interpénètre. Il y a du sacré partout, il y a du profane partout, il y a de la beauté partout, il y a de la laideur partout. Et donc ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'Inde me parle particulièrement. Et puis cette diversité, cette incroyable richesse de culture, de langue, de couleurs, d'odeurs. Ouais. Dans Monde indien, vous écrivez presque comme une romancière. L'écriture, elle est devenue indispensable. Vous avez eu besoin de raconter pourquoi vous avez pris cette photo. Alors là, l'écriture a toujours été là quand je voyage. J'ai mon appareil photo et puis j'ai mes carnets sur lesquels je dessine et je note. Ça a toujours été très important, les mots pour moi. Et oui, les mots, ça permet de contrebalancer une photo, de compléter une photo. Et puis j'aime la musique des mots, j'aime beaucoup écrire. Oui. Quel pays vous a le plus bouleversé, vous qui avez visité plus de 80 pays humainement? Beaucoup. Mais ce qui m'a bouleversée avant tout, c'est des rencontres individuelles. Ce sont ces prostituées dont on parlait tout à l'heure. C'est une femme au Pakistan qui vivait cloîtrée, avec qui j'ai pu échanger et qui m'a marquée pour le Pourquoi elle était cloîtrée, Véronique? Parce que dans ces pays-là, elle était donc dans une région très très traditionnaliste
du nord du Pakistan. C'était une femme issue d'un milieu très aisé, donc c'était évidemment un mariage arrangé. Et dans ces milieux-là, une fois qu'on est marié, on est dans la maison et non seulement on reste dans sa maison, mais on reste dans la partie de la maison avec Qui lui les est femmes. réservée. Ouais. Ouais. Et ça vous a perturbé beaucoup? Ah, énormément. Énormément. Je me dis que cette femme-là, elle avait fait des études, elle avait même travaillé avant de se marier. Son mari était allé dans le monde entier. D'ailleurs, au moment où j'étais, son mari n'était pas là, je crois qu'il était à Londres, et elle était gardée par le frère de son mari, parce que non seulement il faut qu'elle soit chez elle, mais elle ne peut pas rester seule chez elle. Il faut qu'elle soit chaperonnée par son père ou son frère. Je pense qu'elle serait contente que vous racontiez son histoire Oui, aujourd'hui. oui, je pense, parce que donc elle m'a raconté ça, qu'elle avait travaillé avant de se marier, puis qu'elle était arrivée là. Elle était très fataliste, elle disait c'est comme ça, ici c'est comme ça. Elle avait une petite fille, elle n'avait pas eu de garçon, ce qui était d'ailleurs un drame dans sa vie. Elle ne me l'a pas dit comme ça, mais ses yeux étaient tellement tristes quand elle m'a dit j'ai une petite fille, j'ai vécu une petite fille. Et voilà, et elle vivait dans cette très belle maison, hein, avec des antennes paraboliques, elle avait la télé du monde entier, elle avait un jardin extraordinaire avec des fleurs, ils avaient des chevaux de race, ils avaient des chiens Oui, mais elle n'avait pas sa liberté. Mais elle n'avait pas sa liberté. Et quand je suis partie, elle m'a serré très 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 fort dans ses bras et elle m'a dit « Souvenez-vous de moi ». Mais évidemment, je n'allais pas l'oublier. Non seulement je n'oublie pas, mais je suis ravie de pouvoir parler d'elle à chaque fois que je le peux. Les religions animistes et chamaniques, ça vous fascine énormément. Qu'est-ce que vous y cherchez? Mais alors, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a tous ces êtres invisibles qui font vraiment partie de mon univers. Et donc, ça j'échange beaucoup pour savoir comment ça se passe pour eux avec les esprits, comment les esprits se manifestent, comment les esprits, quels sont les rapports entre les esprits et la nature, entre les esprits et la guérison. Mais globalement, je pense que ce qui fait que je suis si attirée par ces religions premières, c'est que je crois qu'elles ont trouvé un système où elles vivent en harmonie. L'homme est en harmonie avec la nature, les vivants sont en harmonie avec les morts, les esprits invisibles sont en harmonie avec ce qu'on voit et ce qu'on peut toucher. Et ça m'attire énormément. Vous voyez le monde invisible. Et eux voient le monde invisible, et moi, parfois, oui, j'ai eu la chance par exemple, les chamans de Sibérie, j'ai eu la chance de voir, d'avoir des visions sans prendre aucune substance, uniquement avec le tambour, c'est incroyable. Est-ce que pour arriver à l'artiste que vous êtes, vous avez dû faire des sacrifices dans votre vie? Moi, je ne le ressens pas comme des sacrifices. Alors évidemment, si je n'avais pas été artiste, aujourd'hui, j'aurais une aisance financière que je n'ai pas. Puis, je ne sais pas, peut-être que j'aurais eu des histoires d'amour que j'ai pas eues, mais moi, je ne ressens aucun sacrifice. Au contraire, j'ai été mieux dans ma vie dès que j'ai décidé que ce serait ma vie. Et est-ce qu'aimer, c'est compatible avec justement ce genre de création, ce genre de liberté? Vous êtes un électron libre. Oui, moi je suis convaincue que c'est compatible. Après, il faut trouver la personne pour qui ça peut le faire également. C'est vrai que j'ai besoin de cette liberté. Je ne pourrais pas être avec quelqu'un qui me rogne les ailes. En plus, je suis incapable de faire des concessions. Mais je pense que ça peut se trouver aussi quelqu'un qui a envie de cette liberté pour lui. Je suis libre, mais je laisse la liberté à l'autre. Vous avez encore des rêves que vous n'avez pas réalisés? Des milliers, le jour où j'aurai plus de rêves, je serai... Lesquels, par exemple? Mais plein des endroits où je ne suis pas allée, des endroits où j'ai envie de revenir, des créations que j'ai envie de faire, ou des endroits où j'ai envie d'exposer, des gens que j'ai envie de rencontrer, des milliers. Alors vous avez voyagé partout, mais Paris tient une place particulière, oui, dans votre cœur? Mais Paris, c'est ma ville d'accroche, ma ville d'attache, depuis que je vis en France. Parce que je suis arrivée à Paris, j'avais jamais vécu en France. Et j'en rêvais de Paris, c'était une ville, dans mon imaginaire, c'est une ville rêvée avec... c'était là qu'il y avait la mode, c'est là qu'il y avait la culture, surtout la culture, les cinémas, les musées, les expositions. Et finalement, aujourd'hui, moi, je suis toujours très attachée à cette culture à Paris,
Mais ce qui me bouleverse à Paris, c'est sa beauté. Aujourd'hui encore, quand je suis en bord de Seine au petit matin, au coucher du soleil, je suis souvent obligée de m'arrêter tellement c'est bouleversant de beauté. C'est une ville exceptionnelle, quelle chance on a. Alors pour venir vous voir, exposition dès ce week-end, vous nous donnez les dates, vous nous donnez l'adresse. Alors, 17 rue Mellet, c'est une exposition autour des danses de l'Inde qui s'appelle Natyam, Danse et l'Inde. Et donc, c'était à la galerie Impression du 17 juin jusqu'au 18 juillet, avec un vernissage ce vendredi. Voilà, ben écoutez, si vous êtes du côté du 3e arrondissement de Paris, à la rue Mellet plus précisément, n'hésitez pas à aller à la rencontre de Véronique qui sera là pour vous accueillir, qui vous expliquera, comme elle vient de le faire avec moi, ses différents voyages. C'est toujours un bonheur de parler avec Véronique. Et d'ailleurs, l'émission s'achève. J'aurais bien parlé davantage avec vous. Merci à vous de nous avoir partagé ce regard si singulier sur le monde. Votre œuvre qui nous rappelle quelque chose finalement d'essentiel, Véronique. On peut encore regarder lentement, ressentir profondément et chercher la beauté dans un monde qui va beaucoup trop vite d'ailleurs. On aimerait bien que ça s'arrête un peu avec vos photographies, vos livres, vos voyages. Vous nous dites aussi que l'art n'est pas seulement une image, mais une manière d'habiter ce monde. Merci à vous tous de nous avoir suivis, chers téléspectateurs, et à très vite pour une nouvelle rencontre dans Destin de Femmes. Merci Valérie.